Alors nous sommes devant un monument historique. Pas vous, pas encore, mais bientôt peut-être. Ce monument historique, c'est le pont du Bois-Monzil. Alors expliquez-nous, nous sommes, Georges. Nous sommes en bas du Bois-Monzil. Nous sommes Alors à Villars. à Villars, bien évidemment. Nous sommes de ce côté-là, nous sommes à Saint-Priest-en-Jarret. De ce côté-là, nous sommes dans le quartier du Bois-Monzil. Ce qui faisait la séparation, c'est ce petit cours d'eau qui s'appelle le Riotor et qui revendique le droit. Donc ils avaient construit ce pont en 1827. C'était l'ingénieur Monsieur Bonnier qui avait fait construire ce pont pour le premier trafic de chemin de fer qui partait, je crois, pas de Châteaucreux, juste à côté, et qui descendait dans la plaine pour amener les premières cargaisons de charbon. Ça a été les premières fonctions locomotives qui ont été faites pour acheminer le charbon de la ville jusque dans la plaine. Alors bientôt 200 ans, hein, 2027, et il y a une association qui est en train de voir tout ce qu'on peut faire pour mettre en valeur cette curiosité qui est quand même exceptionnelle. Le plus ancien chemin de fer du continent, il y en avait en Grande-Bretagne bien sûr, mais chez nous. Alors, c'est l'ouvrage d'art qui reste, qui a été consolidé, mais qui est vraiment le témoin de ce monument historique. Oui, c'est ce monument qui a été consacré. Il faut savoir qu'on est dans un endroit, à Saint-Étienne, Villars, où il y a eu la mine, bien évidemment. Il y a eu la mine tout proche. Tout proche. Il y a eu des puits de mine qui étaient juste à côté, qui a généré beaucoup d'emplois. Ensuite, on avait bien évidemment la sidérurgie, on avait l'armement, et puis il y avait aussi, dans le quartier du Bois-Monzil, des passementiers. C'est pour ça qu'il y a des maisons hautes qu'on voit un petit peu sur la rue du Bois-Monzil-le-Haut, parce qu'il fallait faire rentrer les ateliers de passementier, ces grands cadres qui faisaient du point jacquard, si je me souviens à peu près ce qu'on m'avait dit. Voilà. Alors, on est ici pour vous montrer ce lieu exceptionnel. Merci à Jean-Marc de nous le montrer, mais aussi parce que vous venez de publier le 3e tome de le Prince du Bois-Mont, puisque vous êtes sans vergogne décidé à prendre ce surnom. Et c'est votre enfance. C'est votre enfance et on a l'impression, vous êtes tout jeune, mais que c'est un monde dont la page a été définitivement tournée il y a une vingtaine d'années, une trentaine d'années. C'est un peu ça. Tous les souvenirs que je mets dans ces petites chroniques qui sont des petites nouvelles, c'est le 3e opus. C'est un petit peu tout ce que j'ai vécu quand j'étais enfant, quand on était matru. Voilà, et qu'on mettait toutes ces histoires, nos journées, quand on allait jouer au ballon, quand on construisait des cabanes, qu'on faisait des boules de neige, les échanges qu'on pouvait avoir avec les anciens, le respect des gens, le respect des choses, toutes ces journées, comment on les a fait, et puis les souvenirs qui sont dans mes mémoires et que j'ai essayé de mettre dans ce petit opus. Alors une des caractéristiques aussi, comme dans les 2 premiers, c'est que bien vous vous amusez à utiliser la langue de chez nous, le gaga. Il y a d'ailleurs un dictionnaire à la fin. Un gagassère. Un gagassère qui... il y a bien à peu près 200 mots, je pense. Hein. Oui, et ils ne sont pas tous utilisés dans le livre. Simplement, ce que j'essaie de faire, c'est d'en mettre un petit peu sur les textes, comme on pourrait mettre un peu de sel ou un peu d'épices. C'est pour mettre un petit peu de nostalgie, on se souvient de ces mots comme utilisés par nos anciens. Ça nous remet dans le ton, dans le temps. Et puis c'est avec ces échanges qu'on se souvient de ce dont nous avons parlé. C'est les bons moments. Quand j'entends parler gaga, pour moi, c'est un petit retour en arrière. Et c'est toujours un retour du bon côté des choses. Alors le gaga continue à vivre. On connaît bien sûr Jacques Plaine et son dictionnaire avec Jean-Luc Epal. On connaît aussi Olivier Glin, le brillant universitaire qui est spécialiste des accents et donc bien sûr du gaga. Jean-Luc Epal a même organisé un tour de France des parlers régionaux, puisque c'est notre existence, c'est notre vie. Alors, 3e tome, ça veut dire que vous les écrivez au fil du temps? Vous n'êtes pas écrivain pourtant, je crois que vous êtes plutôt dans la mécanique. Oui, je suis plutôt là-dedans. Non, j'écris la nuit quand j'ai des petites insomnies. Je me réveille, je fais un petit texte, et puis quand il y en a un petit peu, je les publie.
Je les publie au matin. On n'a pas la même émotion la nuit. On ne voit pas les choses, on ne les entend pas de la même manière. C'est à ces moments-là que je me permets d'écrire ces petites nouvelles. Et quand je les trouve bien, ben, je les publie sur Facebook. Puis quand il y en a un petit paquet, ben, je les propose à mon éditeur. C'est Abatos, ce sont des gens charmants. Et ils me disent, ben, écoute, je crois qu'on va faire un opus supplémentaire. Voilà, ce sera le dernier pour le Prince 3, le Prince du Boismont. Ce sera le Prince 3, beau comme un litre. On va s'arrêter là. Je pense que j'ai tourné la page sur ma jeunesse. J'ai raconté tout ce que j'avais à raconter. On va peut-être faire autre chose. J'ai dans l'esprit, dans l'idée de faire un petit roman. Voilà. Mais les histoires du Boismont, vraiment, c'est ma jeunesse et c'est la jeunesse de beaucoup de jeunes qui vivaient ici et beaucoup de personnes. Faire des boules de neige, faire des feux, aller à la pêche, je crois que ça parle à tout le monde. Et je pense que beaucoup de gens peuvent s'y retrouver au-delà du gaga. Alors, ce qu'il y a d'extrêmement sympathique, c'est l'accueil qu'ont eu vos 2 premiers opus, comme on dit. Parce qu'il y a évidemment les gens d'ici, dont je suis. Jean-Marc n'est pas très loin non plus. Mais plus largement, c'est la vie des gamins des années 60, pour aller vite, dans les quartiers de Saint-Thé. Et puis plus largement, un petit peu partout. À un moment où il n'y avait pas encore... les réseaux sociaux, où on a l'impression vraiment que tout le monde peut s'y retrouver. Tout le monde peut s'y retrouver, tout le monde l'a vécu en fait, toute cette partie qui est née après 65, avant 2000, c'est sûr. La génération où tout était plus simple, où le seul moment qu'on avait avec la télé, c'était peut-être les petites émissions quand on revenait de l'école pendant la portion, pendant le goûter. La portion alors. Il y a un texte sur la portion. Ah, bien sûr que tu as. Alors vous vous rappelez, la portion c'est tranche de pain avec du beurre et du chocolat râpé. Du chocolat râpé, du benko, voilà, ou de la margarine parfois. Enfin avec ce qu'il y avait, ou des petits morceaux de chocolat qu'on râpait nous-mêmes avec l'économe. Voilà, c'est des petites portions, on a tous ce goût, on se souvient tous exactement. Et vous regardiez Popeye, vous étiez surnommé Popette d'ailleurs. J'étais surnommé Popette parce que quand j'étais petit, je regardais Popeye. Et quand je voulais le voir, je disais Popette, je n'arrivais pas encore bien à prononcer, mais ce surnom m'est resté. Voilà, bon écoutez. Tout le monde a des surnoms. Bien sûr, ouais, celui-ci il est chouette. Popette. Alors Popette, il y a plein de moments aussi où vous allez grandir. Je pense aux moyens de se déplacer. Alors la première liberté, c'est le vélo. Ah ouais, c'est vraiment la bécane. C'est le vélo, ensuite c'est la mobilette. Alors le vélo, ça monte dans notre coin. Oui. Vous aviez une technique bien particulière pour faire du bruit avec votre vélo. Je crois que tout le monde l'a fait. Tout le monde l'a fait, écoutez bien. On pliait des cartes à jouer, des cartes de jeu ou des petits cartons, on les mettait dans les rayons. Avec une passe à linge. Très très efficace dans les descentes, ça faisait un vrai bruit de moto, un vrai de mobilette. Ça, voilà, ça freinait beaucoup aussi. Pour remonter, c'était nettement moins sympathique. Il y avait plus de clongs, mais on y arrivait quand même. Donc le vélo, première étape pour la liberté. Seconde étape, c'est la mob. La mob. Alors la mob, là aussi, l'ami Jean-Marc, qui en a une bonne dizaine, je crois. Hein. La mob, c'est toute une époque. Bien sûr, nous, les années 60. Les générations avec des 103 SP, des 51 motobécanes. On a eu aussi des petites motos à vitesse, des Flandria, des Benelli. Il y avait des Credler. On a eu ces magnifiques bécanes où on faisait tous un petit tour. Et puis, bien évidemment, on a pinché du coin de l'œil les grands qui avaient des motos. Alors, la troisième étape, c'est la moto. Il y a des photos d'ailleurs de motos de l'époque, les 3,5 ou les 7, les 3,5, les 7,5. Là encore, pour les gamins, monter derrière un grand avec son cuir, c'est le paradis. C'est le paradis, c'est la liberté. Déjà, ça veut dire que lui, il est en cuir. Ça veut dire que chez lui, il a fait admettre à tout le monde que c'était un grand, qu'il avait sa liberté, sa bécane. Il arrivait avec sa moto, ça faisait tic, tic, tic de partout. Voilà, on en prenait plein les yeux. On regardait ses bécanes. C'était des 7,5, des 3,5. Bon, avec le temps, nous, les demi, on les comptait plus. On les a bu. Et alors, vous avez une moto? Non, j'en ai jamais eu. J'ai une petite pétrolette, une petite 125. Voilà, c'est mes petits tours à moi. J'ai jamais eu l'opportunité ou le temps de passer ce permis et d'avoir une grosse bécane qui m'ont toutes fait rêver. Il y en avait de partout. Ils avaient tous des super bécanes, des Godier genoux, des Laverda, de super motos. Voilà, c'était les images de cette belle jeunesse, des Honda. Il y avait tout. Alors, après, c'est la voiture. Mais vous dites la voiture, les vieux en avaient, donc on a moins l'impression que c'était notre jeunesse. Quand même,
quand même. On était bien content quand on pouvait arriver à récupérer. Et les R12 où ils arrivent à 8, c'est pas oui, bien alors, raisonnable. quand on était devant le cabanon, qui est l'illustre dancing, qui est de l'autre côté de la place, on regardait arriver le dimanche après-midi les équipés sauvages qui étaient encafournés à 8 dans les R12 ou les 504. Ils rentraient tout endimanchés, ils dansaient un peu et puis ils sortaient dehors pour s'abger. Hein, voilà. Alors, il y avait toute une vie de village, parce qu'autour du Bois-Monzil, maintenant, il n'y a pas grand-chose, on passe simplement. Hein. Il y avait des magasins, il y avait toute une vie sociale organisée. Ah oui, il y avait tout. Il y avait tous les Il y avait commerces tout, de alors proximité. dites-nous. Il y avait un économa, il y avait un petit casino, il y avait, il y avait un petit fleuriste, il y avait le boucher, il y avait la boulangerie, il y avait la droguerie. Il y avait même une première épicerie qui était une maison bleue qui était en bas de la rue, de la rue des Amicalistes. Il y avait une amicale. Alors, une amicale très importante. Ah ben, dans un quartier comme le nôtre, oui, évidemment que c'était important. C'était là où tous les gens allaient, les enfants y allaient les mercredis après-midi. Ça servait aussi de patronage. On allait voir des vidéos, on allait voir en fait des films. Voilà, ça faisait partie de la vie. C'est vrai que c'était un vrai pincement au cœur quand on a vu que ça se fermait, que c'était terminé. Voilà, pour des raisons diverses et variées, mais voilà, c'est fini. Et puis l'école. Et puis l'école. Il y avait l'école maternelle du Boismont, qui était tenue par Madame Durand. Et puis voilà, je pense que beaucoup l'ont connue. On apprenait les choses simplement, avec le temps. Il n'y avait pas de support de folie. On était entre nous, entre matrus. Et voilà, on était tous des enfants de la Chana, des enfants du Boismont. Tout le monde se mélangeait, tout le monde discutait, on passait de bons moments. J'ai grandi avec ça, je suis allé au bourg, après j'ai retrouvé les mêmes. On a grandi, nous sommes allés au collège et puis après on est parti dans d'autres horizons. J'ai retrouvé des copains dans le garage où je travaille. Voilà, la vie a suivi son cours, le Boismont est resté lui. Le prince du Boismont est resté. Alors, ces matrus, plein d'activités avec rien. Vous dites, avec 2 pots de yaourt et une ficelle, on se faisait un téléphone. Ah oui, c'était exactement ça. Avec deux pots de yaourt, un téléphone. On se parlait avec le fil. Il y avait toujours quelque chose qui nous permettait de nous amuser. Avec rien, avec un ballon. On jouait à plein de jeux. On avait du temps pour jouer. Alors, on a l'impression aussi que la nature est toute proche. C'est presque dans le Far West, par certains côtés. Vous racontez en particulier la neige, une nuit où vous êtes donné rendez-vous avec vos potes et vous allez dans les prés de la rue Cléber. Dans les prés. Dans les prés de la Génial. rue Cléber, tout simplement. On y passait nos journées déjà quand il y avait un bon plat de neige. On descendait avec des luges ou avec des petits bobs en plastique. Et un soir, on avait décidé d'y aller à la nuit. Vous aviez une dizaine d'années, 12 ans. 10-12 ans. 12 ans. Et on était parti, il y avait la lune, c'était magnifique. On entendait la neige qui craquait sous les chaussures. On descendait, voilà, on était rentrés morts de froid, chacun chez nous, mais plein de souvenirs. Ouais. Et puis, il nous menace, on va peut-être passer au travers, c'est l'orage. Il y a une séance invraisemblable où vous arrivez complètement trempé et vous faites passer une bonne petite avoinée quand même. Ah ben oui, quand on était trempé et qu'on était tout rouge, il fallait pas faire de bruit parce qu'on a rentré dans la maison, on ramenait l'orage dans la maison alors qu'il venait de partir, on était trempé, on avait droit à la portion, on se déshabillait, on prenait une autre tenue et puis on faisait sécher. Et voilà, et on avait ramené un peu de bruit dans la maison, l'orage était dedans et dehors. Alors, dans ces derniers opus, il y a aussi des poèmes, des textes où il n'y a plus de gaga, il n'y a pas de gaga, et c'est simplement l'évocation de ce que vous appelez la boîte à souvenirs. Alors, c'est quoi une boîte à souvenirs? Il y a aussi la boîte de chaussures avec les photos. Ouais, pourquoi tout ça? C'est de la nostalgie, c'est ces belles années, c'est ces beaux moments où on prend une image, on se souvient de ce que c'était, des gens qui y sont. On les a tous des moments au fond de nos têtes et on ne les oublie pas. On n'oublie pas de regarder de temps en temps, de piocher une image, de se souvenir de ce qu'on a fait avec les gens, les bons moments qu'on a vécus. Et puis ça nous renforce pour être encore plus fort pour être demain avec ceux qui nous accompagnent aujourd'hui et de laisser pour eux aussi de belles images. Allez, peut-être la lecture d'un texte. Je vous laisse le choix et puis moi je choisirai le mien après. Allez, voilà donc le prince du Boismont.
beau comme un litre. Ça, quand on vous voit, il n'y a pas de souci. Il est beau comme un litre. Il y en a Il y plein. en a plein. Allez, alors, il y a évidemment le January Dry. Alors là, c'est un peu violent, n'est-ce pas? C'est un peu Ça trash. change du moment. Ça change du bois Monzil. J'ai adoré en particulier le nom que vous avez donné pour les pastilles qui permettent de vaincre l'envie de boire. Au fond, c'est ça. Hein. Vous allez à la pharmacie, elle est juste à côté, vous dites, et vous lui demandez. Et elle vous dit, dès que vous avez la moindre envie, vous commencez à prendre une pilule. Manque de peau. La boîte était finie, La bien boîte, évidemment. exactement, la boîte est finie. Alors on n'oublie pas les règles, hein, on ne boit pas, on fait attention à sa santé, mais le poche trop vite et le pickle stop, Le poche trop vite et le pic, ça existe au bois Monzil. Hein. bois Allez demander à votre pharmacien. non, ça n'existe pas dans la vraie vie. Hein. N'oubliez pas que c'est des quincontes. Le rétro, je l'ai bien aimé celui-ci. Vous voyez, moi je l'ai coché aussi. Fouillant mes blés, quand je vous raconte, quand je suis dans l'auto, j'appinche par les carreaux pour voir ce qui se turle à travers les piales. Des fois, je décaruche une charrette, alors je m'arrête pour jabasser et faire une clanquée. Puis je remonte dans l'auto et je me rentre en concordant, ni peu ni assez, dans les rues de la Principauté pour faire le faramélan. Souvent, je regarde le rétro et ce qu'on voit, c'est déjà le passé. Alors je me suis garé sur le bord du chemin et j'ai regardé dans mon rétro. J'ai vu passer ma jeunesse, les anciens, les fous rires, les copains. J'ai vu des larmes couler lorsque les chemins se séparaient trop tôt. C'est toujours trop tôt. J'ai vu ma maison, ma famille, mon tout. J'ai pris soin de tout regarder, de tout détailler pour apprécier l'inestimable. J'ai vu mon boulot, là où je passe une partie de ma vie. Il y a aussi les anciens, ceux avec qui on a fait le chemin. J'ai revu les amis qui avaient grandi. Le voyage a été long, j'ai vu tellement de choses. C'est un parcours incroyable. J'ai souvent ri, j'ai pleuré aussi sans voix, sans mots. Il y a encore tellement de choses à faire et avoir tellement de choses à dire. Alors j'ai mis mon clignot et j'ai repris mon chemin. J'espère vous y croiser aujourd'hui ou plus tard et que nous aurons des choses à nous raconter pour écrire demain. Vive le prince et vive le Boismont. Et voilà, je propose qu'on termine avec ce Vive le Boismont et Vive le prince. Vous allez le signer, Le Prince du Boismont, votre prochain roman, votre premier roman, peut-être pas. Vous allez reprendre. Je vais le finir, je vais essayer de faire... ça va être un roman, il n'y aura pas de gaga. C'est plutôt une petite tranche de vie positive, un roman plein d'espoir et une belle philosophie dessus. Je ne l'ai pas encore bouclé, mais dès qu'il sera fait, j'espère pouvoir en reparler avec vous quand ça sera le moment. Je vous remercie de toujours m'accueillir et de votre gentillesse à vous tous. Merci à Jean-Marc pour la réalisation. Et puis, on salue peut-être les propriétaires de ce lieu qui nous ont, bien entendu, largement ouvert leurs portes. Ils font partie du Boismont. Bien sûr, c'est monsieur et madame Richard que nous saluons et que nous remercions. Ils sont ici depuis longtemps. Ils ont participé à l'évolution de ce quartier avec cette partie agricole et toutes ces belles choses qu'ils ont fait. Regardez la qualité de ce jardin. C'est des gens qui, on allait chez eux le matin chercher le lait et ils étaient toujours disponibles avec des produits qui sont de qualité et qui ont toujours fait envie à tout le monde. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils adorent votre livre. Ah oui, vos livres précédents. Ouais. C'est une vraie preuve alors que tout est bon. Merci beaucoup. Merci et merci à Jean-Marc pour la réalisation technique. RCF